Bonsoir messieurs, dames. Au nom de la Bibliothèque d'Étampes, de la Bibliothèque intercommunale d'Étampes et de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans ce lieu pour une conférence La Question, à nouveau, ce rendez-vous qu'on organise les bibliothèques avec Philippe Beaune, évidemment, avec son aide et avec sa complicité. J'espère que vous êtes bien installés, que vous allez vous réchauffer. Et je vous remercie d'avoir bravé les intempéries et le vent pour venir jusqu'à nous ce soir. Je remercie évidemment l'établissement public de santé Barthélemy-Durand qui nous accueille chaleureusement dans cette salle, puisque la bibliothèque ne pourrait pas tous nous contenir. Je remercie aussi notre libraire qui nous a fait un dépôt de livres qui, comme d'habitude, vous permettra d'acheter le livre d'Olivier Saint-Jean, notre invité de ce soir, et éventuellement de le faire dédicacer. Donc notre libraire partenaire qui est évidemment l'espace-temps d'Église comme d'habitude. Et puis évidemment, un merci infini à Philippe Beaune qui nous propose ces soirées toujours très intéressantes et qui va nous présenter son invité, que je remercie aussi bien chaleureusement. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors d'habitude, il y a des lycéens sur la scène avec nous. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir, voilà, problème d'emploi du temps, de discipline aussi, de compatibilité entre nos propositions et leurs contraintes de programme. Mais en tout cas, voilà, sachez aussi qu'il y a ce partenariat avec le lycée Geoffroy Saint-Hilaire d'Étampes qui nous tient à cœur et que nous souhaitons saluer aussi, même s'ils ne sont pas avec nous sur scène. Je vous souhaite une bonne soirée et je passe le micro à Philippe. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup, merci à vous aussi d'être là pour parler d'un sujet qui est peut-être un peu difficile, qui n'a peut-être pas motivé beaucoup les lycéens, ce qu'on peut imaginer. Merci donc à Olivier Saint-Jean, qui est professeur de gériatrie à l'hôpital européen Georges Pompidou, avec qui nous avons travaillé beaucoup de différentes façons et qui a accepté de venir nous donner cette conférence et qui, je crois, transmettra un message d'espoir. Donc, contrairement à un certain nombre de conférenciers, en fait, Olivier a un parcours assez linéaire. Il est médecin. Dès son externat, il était intéressé par la gériatrie, ce qui à l'époque n'était pas, disons, à la mode. Et puis il a fait l'externat, l'internat et chef de clinique et en gériatrie, puis professeur. Et il est venu ensuite à l'hôpital Georges Pompidou. En 2000, on a fait l'ouverture ensemble de cet hôpital. Donc il s'est spécialisé en gériatrie au moment où la discipline évolue beaucoup de façon spectaculaire, en particulier avec l'allongement explosif de la durée de vie et surtout de la durée de vie en bonne santé. Alors j'aurais pu avoir Olivier comme étudiant. Non, c'est vrai. Mais en fait, je suis assez content de ne pas l'avoir vu comme étudiant à Necker, parce que c'était un étudiant assez agité et assez revendicatif. Et que quand on est jeune enseignant, c'est souvent un peu difficile à gérer ce genre d'étudiant. Mais je crois qu'il n'allait pas beaucoup au cours non plus. Cependant, cette qualité lui a permis de faire beaucoup bouger les lignes positivement en gériatrie. Et en revanche, je ne regrette pas du tout d'avoir travaillé avec lui à l'hôpital européen Georges Pompidou, où en fait on a été préfigurateur, on a initié les pôles. Vous savez que les hôpitaux maintenant sont divisés en pôles, donc on a eu la chance d'initier ça à l'hôpital Georges Pompidou. On était l'un et l'autre chef de pôle. Et ça a été vraiment un moment formidable, avec une collaboration et une synergie entre les soignants, le corps médical et l'administration. Alors évidemment, ça a été vraiment très enthousiasmant et je pense que c'était une bonne solution. Malheureusement, comme toutes les bonnes solutions, ça ne dure pas. Et les pôles, maintenant, ça n'existe quasiment plus. Et je pense quand même que ce serait une bonne idée à reprendre pour sauver l'hôpital public. Donc, moi, maintenant, j'ai trop parlé. Je vais juste faire passer un ou deux petits messages. Je laisse la parole à Olivier. Je te remercie beaucoup d'être venu. Et à toi, le micro, l'ordinateur, enfin tout. Merci Philippe. Et donc aussi merci à vous d'être venu finalement discuter sur un sujet compliqué. Alors je ne sais pas je sais quels orateurs ont été présents dans cette salle avant moi.
je vais moins faire paradoxalement de la science que je ne vais faire de la politique de santé. C'est-à-dire que autour de cette problématique de la médicalisation de la vieillesse, alors voilà, chance ou catastrophe, bien évidemment c'est un peu des deux. C'est-à-dire que, comme Philippe l'a dit, moi j'ai choisi de faire de la gériatrie à la fin des années 70, et vous imaginez ce que ça pouvait être à l'époque, à la fin des années 70. J'ai vu les choses prodigieusement changer, j'ai vu le champ de la gériatrie se développer, j'ai vu indiscutablement des vieillards, des vieux, j'utilise volontiers ces mots sans aucune connotation, vous l'imaginez, abandonnés, être aujourd'hui soignés. Donc tout ça est bien évidemment une chance, et c'est pas moi gériatre qui vais dire le contraire, dans la mesure où finalement une grande partie de ma carrière a été aussi une sorte de combat pour faire exister cette discipline et tout ce qu'elle peut apporter aux sujets âgés ayant des maladies. Mais j'ai vu aussi, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, se développer des choses qui sont compliquées. C'est-à-dire que faute d'un schéma intellectuel qui nous permet de comprendre ce que c'est que le vieillissement dans toutes ses dimensions, ben finalement on a fait appel à un certain nombre de professionnels pour structurer ce champ, et je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas pu faire mieux, et qu'on n'aurait pas pu imaginer d'autres regards portés sur la vieillesse et le vieillissement et les maladies qui accompagnent le vieillissement. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, il n'est jamais trop tard pour se poser des questions. Et c'est vrai qu'ayant aussi vu arriver au fil des décennies la problématique du déclin intellectuel, alors on va appeler ça de mille manières, ça m'arrivera sûrement, vous me pardonnerez d'utiliser le mot démence, mais qui n'est pas quelque chose que j'entends sous un mode péjoratif, mais qui est un mot voilà, qu'on utilise beaucoup dans la langue des docteurs. Voilà. J'ai vu comment ce champ-là a pris une place tellement grande qu'il est peut-être aujourd'hui voilà, le moment de se poser la question, de le remettre à sa place. Et c'est un peu à cette réflexion que je voudrais vous associer. Alors bien sûr, voilà, la vieillesse, le fait d'avoir un âge avancé, c'est quelque chose qui existait, mais qui finalement, jusqu'à une époque relativement récente, était quelque chose de relativement anecdotique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vieux. Ou alors il y avait deux types de vieux, mais d'une certaine manière, ils étaient difficiles à voir et à lire. Alors il y avait quand même quelques vieux visibles. C'était les vieux en majesté. Vous avez sûrement vu des tableaux du 19e siècle où il y a le vieux en majesté, c'est-à-dire monsieur, madame, âgé avec les cheveux blancs, avec autour d'eux les enfants, les petits-enfants, les chiens, les domestiques, etc., etc. Et puis il y avait aussi un autre espace qui était celui de la grande pauvreté qui accompagnait la vieillesse. Vous vous souvenez, celui qui meurt sous l'escalier dans l'Assommoir de Zola. Et voilà, on oscillait à l'époque entre l'hospice et la majesté, et les premières lois ou les premières attentions de l'État sur la problématique de grand âge pour faire sortir cet espace-là de la charité, c'est la loi sur les hospices, qui est une loi qui date de 1905, et qui commence à dire des choses, c'est-à-dire qui montre bien d'abord le rôle central des communes. Et c'est intéressant de se reposer la question dans la manière dont les communes gèrent cette politique gérontologique de proximité. Et voilà. Et donc, à l'époque, il y a ces hospices que l'on connaît, que moi j'ai connus encore, puisque finalement, ça a duré pendant très longtemps. Et vous avez ici deux images. Une image très ancienne d'hospice, avec, on imagine, les sœurs en cornette qui sont à côté. Et puis, ce que moi j'ai connu, à la fin des années 70, c'est-à-dire des hommes plutôt pauvres, mais finalement ayant quand même une certaine forme de dignité dans ces situations. Vous voyez que voilà, ils ont une montre, ils peuvent lire, etc., etc. Et puis dans les années 60-70, se produit dans les sociétés développées une rupture en termes d'épidémiologie et en termes de démographie. C'est-à-dire que, vous voyez sur cette courbe qui traduit finalement le rythme d'augmentation de l'espérance de vie. Vous voyez que l'espérance de vie, le E0 qui traduit l'espérance de vie à la naissance, elle augmente progressivement au XXe siècle, ça continue d'ailleurs au XXIe siècle. Alors il y a des petits accidents pendant les deux guerres, voilà, on n'augmente pas l'espérance de vie, mais on est dans quelque chose qui est relativement régulier. Quand on regarde l'espérance de vie à 65 ans, il se passe quelque chose à la fin des années 50 et au début des années 60, où l'espérance de vie à 65 ans se met à croître d'une manière folle, entre guillemets, en tout cas un rythme extraordinairement accéléré, qui va faire qu'on va voir arriver dans la société française, dans tous les pays développés, des générations de personnes âgées très très différentes en effectif de ce qu'on connaissait avant, où il y avait cette répartition entre l'hospice et la majesté. Voilà. Et on voit arriver une grande quantité de gens qui dépassent 65, 70 ans, 75 ans, 80 ans. Et donc cette nouvelle forme, cette nouvelle catégorie de population dans les pays développés va interpeller, puisque les modèles dont on disposait avant, qui étaient des modèles soit de l'hospice, soit de la majesté, sont des modèles qui ne sont pas opérationnels. Et il va falloir inventer une nouvelle organisation, ou se poser la question de comment est-ce que notre société va gérer cette nouvelle catégorie de Français. Il y a un élément fondateur,
qui est la réflexion qui est menée, alors on est au début de la Ve République, Pierre Laroque est un haut fonctionnaire qui est un des fondateurs de la protection sociale à la française, et le gouvernement de l'époque, de Michel Debré, lui demande de faire un rapport sur cette question sociale nouvelle qui émerge, qui est celle de la vieillesse dans la population française. Il est très intéressant de voir la manière dont il répond. Il dit, voilà, notre problématique va être de faire en sorte que cette catégorie de Français reste parfaitement intégrée à l'ensemble de la société. Et donc, à l'époque, la vraie question posée n'est pas du tout celle qu'on entend aujourd'hui, mais elle est vraiment de faire en sorte que, voilà, on organise la capacité des gens qui deviennent âgés avec une certaine forme de faiblesse, qui est compliquée parce qu'il y a une grande dimension sociale dans une société en grande mutation à cette époque. Voilà, il faut qu'ils restent dans la société, il faut qu'ils restent chez eux malgré les grandes réorganisations urbaines. Et la notion de maintien à domicile, alors je parlerai du mot maintien avec sa complexité dans l'utilisation des mots, voilà, a une finalité éthique, c'est-à-dire comment ces Français, ces nouveaux Français en quelque sorte, restent parfaitement membres de la société civile et de la société française. Et ça aboutit à un accompagnement social. C'est là où on invente les foyers logements, c'est là où on invente les restaurants collectifs du troisième âge, et on est vraiment dans cette idée de club et d'assistance à domicile, puisqu'on crée un premier métier qui est l'aide ménagère, et on se dit que ça serait bien qu'il y ait quand même la possibilité d'avoir un peu d'aide. Donc, vous voyez cette époque où on voit émerger cette partie de cette nouvelle catégorie de population en France, et la finalité des politiques qu'on essaie de mettre en œuvre, qui est une finalité finalement à la fois éthique et généreuse. Tout ça, bien sûr, ne résiste pas à ce qui va se passer après, c'est-à-dire les années 70, où vont se juxtaposer plein de phénomènes. Premier phénomène, c'est qu'on commence à parler de crise de l'État-providence, et vous verrez combien c'est un élément qui structure après les politiques de la vieillesse. On se rend compte aussi que cette nouvelle catégorie de population n'est pas du tout homogène, et que finalement, on voit apparaître deux catégories. Une catégorie de gens en forme. Voilà, on voit très bien comment à ce moment-là on invente le concept de troisième âge, et puis on bute sur une nouvelle catégorie qui n'est pas sans rappeler ceux qui avaient les difficultés sociales au sens large du mot, qui amenaient les gens à l'hospice, et ça on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on va faire de cette population qui a des caractéristiques nouvelles. Et puis on est aussi dans une période que moi j'ai vécue où les hospices qui accueillaient les sujets âgés se médicalisent, et on voit à ce moment-là arriver une génération, donc moi j'étais en quelque sorte la génération d'après, cette première génération de médecins et de soignants qui disent il y a des choses à faire, ce ne sont pas parce que les gens sont en hospice il ne faut pas les priver de soins. Et puis on est aussi dans une période où les systèmes d'enfermement sont très largement interrogés, et j'ai volontairement mis côte à côte, voilà, Surveiller et punir de Michel Foucault qui interpelle l'univers carcéral, et puis quelques sociologues qui interpellent cet univers des hospices de vieux, et ce travail qui a été publié, les vieux vont mourir avant elles. Donc on est dans une situation un peu critique qui va heurter ce qui a été fait avant, et face à ça, il va y avoir deux grands tournants qui vont être pris par les politiques publiques, et vous allez voir comment ça débouche sur mon propos. Il y a un premier tournant qui est le tournant gestionnaire que l'on connaît encore aujourd'hui, qui est de se dire finalement, voilà, comment est-ce qu'on va répartir l'effort de solidarité nationale dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'aide sociale au sens large du mot. Et voilà, il y a un certain nombre d'acteurs à l'époque qui sont des acteurs de l'État, différents rapports, et qui posent la question de commencer à, comment on va partager l'enjeu de la protection sociale. Qu'est-ce que l'on donne? Est-ce qu'on donne plus aux jeunes, plus aux vieux, plus aux malades, plus aux handicapés, etc. Et puis aussi de se dire que ça serait bien de commencer à rationaliser les choses. Donc ce tournant gestionnaire s'inscrit dans une logique de l'époque, et aujourd'hui on est toujours dedans, puisqu'on continue d'année en année à se reposer la question des systèmes d'organisation. Et bien sûr, le tournant gestionnaire de l'hôpital, il est aujourd'hui majeur dans un système qui est en interrogation et un peu à bout de souffle. Et puis surtout, et c'est là où je voudrais apporter des éléments particuliers, la réponse à cette dualité des personnes âgées va être un mode technique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va se mettre à structurer des professionnels, à structurer le champ avec des métiers, et là où on avait avant des citoyens dont la problématique était de les intégrer dans la société, on va avoir des objets sur lesquels des professions vont exercer leur activité. Et dans ce contexte, on va voir accumuler un certain nombre de métiers, et en même temps, ça va rencontrer une autre logique qui est celle des politiques de l'emploi. Et puis, le tournant majeur va être de dire finalement la définition de cette catégorie, de ces sujets qui ne rentrent pas dans les clous, qui rappellent un peu ceux de l'hospice, la définition va être la médicalisation. Et cette médicalisation va avoir, bien évidemment, je l'ai évoqué, mais je ne voudrais pas trop insister là-dessus, bien sûr, des tonnes d'effets positifs, et
voilà, je suis gériatre et je peux me permettre, moi, de dire qu'il y a aussi des effets négatifs. Et ces effets négatifs vont être définis par 2 éléments majeurs. Le premier, c'est qu'on va commencer à parler de personnes âgées dépendantes. Alors à l'époque, on parle de vieillards dépendants, maintenant on parle de personnes âgées dépendantes. Et puis, il va y avoir, d'une manière surstructurante sur ce champ, une place fantastique accordée à un espace vedette, j'ose pas prononcer le mot de maladie, qui est celui de l'Alzheimer, qui va émerger de manière dominante pour finalement définir ce champ. Et au lieu de parler, je dirais, de vieillesse et de politique de la vieillesse, on va se mettre à parler de politique de vieillesse dépendante, et on va commencer à enchaîner les plans vieillesse dépendante et bien sûr les plans Alzheimer qui vont définir tout ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir aujourd'hui que, certes, cet empilement de métiers a été structuré par des compétences, que ces compétences ont amené des services, et que, effectivement, aujourd'hui, la France peut s'enorgueillir d'avoir une offre d'aide à la vie quotidienne à la maison très en avance par rapport à la plupart des pays européens. Mais en même temps, il y a un certain nombre d'effets pervers qui doivent nous faire réfléchir. C'est-à-dire que ces politiques ont été développées en même temps qu'il y a eu des réflexions sur les politiques de l'emploi. Les politiques de service à la personne vont être structurantes pour les politiques de l'emploi, et les personnes âgées en difficulté, au sens large du mot, vont être des cibles particulièrement importantes. Et on va voir s'empiler les métiers. Et s'empiler les métiers, c'est aussi se poser la question de la multiplicité des intervenants. Et vous allez voir que dans ce domaine, voilà, aujourd'hui, on est dans une situation qui est loin d'être optimale dans cet élément-là. On va aussi développer un secteur marchand. Et aujourd'hui, là encore, si ce secteur a été pendant très longtemps dominé, en quelque sorte, par l'offre associative, au sens où l'action de l'État est, dans le domaine social, relayée par les associations à but non lucratif, c'est devenu aujourd'hui un secteur marchand extrêmement important, à but lucratif. Et dans le domaine des maisons de retraite, c'est aujourd'hui une question qui est posée sur la table. Le secteur marchand prend une place de plus en plus importante. Et la question est comment ça aboutit à une régulation correcte des besoins d'offres par rapport aux besoins de la population, et en même temps une équité d'accès à quelque chose qui pourrait être aussi du domaine du service public. Et puis voilà, on a travaillé aussi à la solvabilisation de la demande, et les différentes politiques publiques ont inventé des concepts de prestations de dépendance, d'aide personnalisée d'autonomie, le but étant d'aider à la solvabilisation des personnes pour qu'elles puissent s'offrir, entre guillemets, les services. Mais aujourd'hui, ça pose la question du panier réellement remboursable par la protection sociale et du reste à charge, qui dans ce domaine est très très important. Malgré tout, voilà, un certain nombre de voix ont commencé à porter des regards extrêmement critiques. Et il y a 2 aspects critiques qui sont importants. C'est qu'aujourd'hui, l'identification des besoins de la population âgée en difficulté est quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui naviguent complètement à vue, c'est une sorte de boîte noire. Et la deuxième chose, c'est qu'on a abouti à une prolifération de métiers, d'espaces de compétences, qui aboutit à une fragmentation du système qui est telle qu'aujourd'hui, l'objet qui devrait être central dans tout ça, qui est la satisfaction des besoins des usagers, se trouve un petit peu en deçà des organisations, des besoins des organisations et de leur effet pervers. Et donc, je vais illustrer ça avec 2 schémas. Ça, c'est comment on fait pour financer 1 heure d'aide à domicile. Alors, je vois des sourires et je pense que certains vivent ça au quotidien, c'est comment on fait. Et moi, ce qui me paraît le plus important, c'est ça. C'est finalement cette foultitude d'acteurs qui tournent autour d'une personne. Alors ici, voilà, vous avez la personne âgée. Alors, elle est étiquetée malade, parce que j'ai tiré ça, bien sûr, d'un document qui est un document, je dirais, presque officiel du ministère. Et donc, vous avez tous ces intervenants qui sont autour. Alors, vous avez d'abord les intervenants familiaux, qui sont bien sûr pavés de bonnes intentions, mais voilà, c'est pas si simple. L'espace relationnel est un espace relationnel qui va être entre les enfants et les parents, médié par l'image que les enfants se font de la situation de leurs parents. Et aujourd'hui, on voit bien que cette relation, elle est puissamment médiée par l'idée de la fragilité médicale. Finalement, on aime son vieux papa, sa vieille maman, mais on le regarde de moins en moins comme son papa, sa maman, mais on le regarde de plus en plus comme un malade qui a besoin d'être aidé parce qu'il est malade. Ce qui biaise forcément le regard, et ces regards peuvent être multiples, et c'est très banal, je vois ça dans ma pratique au quotidien. Comment dans une famille, s'il y a 4 ou 5 enfants, la dynamique entre les enfants, le regard porté sur leurs parents, peuvent être des regards extrêmement différents, et tout ça peut générer des conflits extrêmement importants, justement. Et ce qui me frappe, c'est que ce qui fait ces différences,
c'est bien sûr la relation que chaque parent a eue avec ses enfants et réciproquement, mais c'est aussi celui qui va vouloir le plus protéger des conséquences de la maladie, ce qui a de plus en plus comme conséquence finale de ce que la parole de la personne âgée, ici au centre, pour autant au centre du dispositif, est de moins en moins audible. Et puis vous avez des tonnes de professionnels qui oscillent autour. Alors vous avez des acteurs entre guillemets sociaux, et puis vous avez cette accumulation, et on le vit au quotidien, je le vis au quotidien dans ma pratique, cette accumulation médicale, avec un médecin, 2 médecins, 3 médecins, un spécialiste, un hospitalier, un libéral, etc., l'infirmière. Tout ça fait qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que la parole de celui qui est au milieu, finalement, il faut qu'il crie très 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 fort pour pouvoir se faire entendre. Et une des caractéristiques aujourd'hui de la difficulté d'émerger, c'est que tout le monde parle à la place du vieux, mais que finalement le vieux, il a du mal à se faire entendre. Et on voit bien que tout ce petit monde est pavé de bonnes intentions, que tout ce petit monde a défini son espace professionnel, mais que finalement il fonctionne. Et moi je raconte toujours l'histoire de mon père qui était un très vieux monsieur. Il était à la maison, il avait 4 ou 5 personnes qui défilaient chez lui, et un jour il a voulu se faire recoudre son pantalon, parce qu'il avait perdu le bouton de son pantalon. Alors il avait quelqu'un qui s'occupait du linge, mais qui repassait, alors elle savait pas, c'était pas dans son métier de recoudre. Il y avait l'infirmière qui l'aidait pour la toilette, il y avait l'auxiliaire de vie qui venait pour préparer le café, etc. Et finalement, il m'a demandé de recoudre son pantalon parce que personne ne voulait le faire. Et voilà, et il y a ce paradoxe aujourd'hui qui est qu'on a une multiplicité d'intervenants, qu'on a, pour les gens les plus âgés qui sont à domicile, une foultitude de personnes qui passent, et qu'on voit bien que la demande, quand on écoute cette voix qui est difficile à entendre de la personne qui est au milieu, c'est, s'il vous plaît, une seule personne. Mais cette notion d'une seule personne va se trouver orthogonale à la multiplication des métiers, chaque métier d'ailleurs ayant été inventé au fur et à mesure des nouveaux besoins, sans remettre en cause le rôle précédent. Alors par exemple, l'aide ménagère, elle fait le ménage, elle prépare à manger, mais elle n'a pas le droit de donner à manger. Donc là, c'est un nouveau métier qui s'appelle auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie, elle a le droit, elle, de donner à manger, mais comme elle est un peu plus qualifiée, elle ne va pas toujours vouloir aller faire les courses parce que c'est sous-qualifié. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc on est dans un système qui est multifragmenté. Cette fragmentation, bien sûr, renvoie aussi aux organisations qui financent. Donc vous avez la poche sanitaire, la poche sociale, l'assurance maladie, le reste à charge, etc. Et c'est vrai qu'on a envie de se dire que tous ces dispositifs qui ont été, dans une certaine mesure, une chance, parce que si aujourd'hui l'âge d'entrée en maison de retraite est repoussé à plus de 85 ans, c'est qu'effectivement, on a énormément aidé des personnes avec des degrés de handicap modérés à rester à la maison. Mais il faudrait faire mieux. Et bien évidemment, un des éléments qui est central dans faire mieux, c'est peut-être d'écouter celui qui est au milieu. La question est, quelle crédibilité notre système accorde à la parole de celui qui est au milieu. Et c'est là où la notion de médicalisation va trouver à la fois son intérêt, son avantage et en même temps ses limites. Alors la première chose qui a été faite dans ces politiques des années 80, ça a été de séparer le champ du handicap du champ de la vieillesse handicapée. C'est-à-dire que lorsque vous avez un handicap, que vous êtes jeune, vous rentrez dans la catégorie sociale handicap jeune, et puis pour plein de raisons qui ont été peut-être aussi l'attitude des acteurs du champ du handicap, quand vous êtes vieux, vous allez être dans un autre champ. Moi je donne toujours l'exemple, j'ai passé 60 ans, je ne roule pas en moto, mais bon, si je roulais en moto à 59 ans, que j'avais un accident, que j'étais handicapé, je suis un adulte handicapé. Quand j'ai 61 ans, je suis dans la même situation physique, mais je suis devenu éligible à l'aide personnalisée à l'autonomie des vieillards dépendants. Et donc cette césure du champ a fait qu'on a créé différentes sortes de handicap, différentes gestions sociales du handicap. Ça a beaucoup aidé les acteurs, mais en même temps, ce dont le monde du handicap bénéficie ne bénéficie pas aux personnes âgées. Et donc là, il y a une vraie question d'équité citoyenne. En tout cas, ça a permis, ça a abouti à la création d'un champ qui s'appelle le médico-social, donc qui est un champ qu'on entend régulièrement, qui en fait définit tout ce qui est service à domicile non fait par des acteurs du champ sanitaire, mais paradoxalement, on lui a donné le nom de médico-social, alors qu'il s'agit simplement d'assister la vie quotidienne des personnes qui sont à la maison avec un handicap. Et le mot médical, ici, trouve une place assez surprenante, parce que ce n'est pas médical du tout, mais comme s'il fallait absolument donner le mot médical pour définir ce champ. Donc c'est une première alerte. La deuxième circonstance qui a favorisé cette médicalisation, et je l'ai vécu parce que ça a été structurant de mon champ professionnel, ça a été de dire que pour prendre en charge
avec le mot très très large du mot prendre en charge, ces populations très âgées avec un handicap, il a fallu qu'on dise qu'ils étaient tous malades et que ce qui résumait leur situation n'était que de la maladie. Puisque pour avoir des moyens pour prendre en charge, le seul moyen de récupérer de l'argent, c'était d'abord d'être dans la logique du curatif, parce qu'à l'époque, l'accompagnement chronique, ce qu'on appelle le care aujourd'hui, personne n'en parlait, donc on était forcément dans le cure, c'est-à-dire l'acte médical, et nous avons, à ce moment-là, nous, considéré que notre langage pour aider ces personnes devait être strictement médical, ce qui a eu pour effet de refouler complètement dans la pensée de la gériatrie la notion même de vieillissement. Et donc j'ai connu ça, moi, dans les années 80 et les années 90, où nous nous battions pour avoir des moyens pour soigner les patients qui étaient dans nos hospices, qui étaient devenus des hôpitaux gérontologiques, mais le seul moyen pour obtenir des moyens, c'était justement de dire qu'ils étaient malades. Ce qui aboutit à refouler la notion de vieillissement dans toute la pensée scientifique. Et ça a un coût extrêmement élevé, parce qu'on a finalement raisonné en permanence avec le modèle médical. Et donc, le paradigme de ces errements, avec côté positif, mais aussi un errement négatif, c'est tout ce qui a été la construction de l'Alzheimer autour d'une réalité clinique qui est qu'avec les années, de plus en plus, un grand nombre de personnes très âgées vont avoir des difficultés de mémoire. Et tant finalement on accepte sans difficulté de ne plus courir le 100 mètres de la même manière à 80 ans, tant on n'a pas été capable d'accepter qu'éventuellement notre mémoire puisse évoluer dans le temps et que peut-être, voilà, c'est peut-être notre destin d'avoir des difficultés cognitives dans le très très grand âge. Et donc la construction de l'Alzheimer, et c'est sur cet élément-là que je vais maintenant axer mon propos, est un très bel exemple de ce mécanisme qui a été la structuration d'un champ médical dans des problématiques qui ne sont peut-être pas que médicales, la structuration d'acteurs qui ont trouvé identité, bénéfices, etc., etc., et puis le rôle d'une société civile dont je ne suis pas sûr qu'elle ait été forcément toujours à bon escient. Alors, ça commence d'une manière un peu bizarre. Ça commence au début du XXe siècle, 1905-1906. Ici, un neuropsychiatre, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, qui en même temps était un neuropathologiste, c'est-à-dire qui regardait les cerveaux au microscope, Alois Alzheimer, a dans l'espace, qui ressemble d'ailleurs à l'époque à ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler un hospice, une femme qui est représentée ici, qui a 55 ans, et qui a de grosses difficultés de comportement, de grosses difficultés de mémoire, des troubles du langage, qui ne sait plus s'habiller, etc., etc. Et il va la suivre, et il va regarder son cerveau au microscope et mettre en évidence des lésions très particulières. Et il faut savoir qu'à l'époque, les neuropsychiatres étaient dans une attitude, étaient traversés par un combat scientifique extrêmement fort entre les tenants de la neurologie qui disaient qu'on peut avoir des troubles du comportement parce qu'on a des lésions cérébrales, et la psychiatrie qui disait au contraire qu'on peut avoir des troubles du comportement alors qu'il n'y a pas de lésion cérébrale, et c'est ce qui a donné naissance à la psychiatrie d'un côté, la neurologie de l'autre, c'est en quelque sorte Charcot contre Freud. Et Alois Alzheimer va être très instrumentalisé dans ce débat, c'est-à-dire qu'il va avoir deux ou trois observations comme ça à présenter, mais elles vont être totalement instrumentalisées dans ce combat entre les tenants des lésions anatomiques et les tenants de la psychiatrie. Donc il va avoir une gloire qui est très étonnante. Alors cette gloire, elle va aboutir à la création de la maladie d'Alzheimer en 1910. C'était à l'époque pas banal de se voir comme ça doté de son vivant du nom d'une maladie. Et puis ça va tomber un peu en désuétude, parce que voilà, la situation en fait était très très rare sur le plan clinique d'avoir ces gens de 50 à 60 ans qui avaient ce type de trouble. Et puis voilà, on continue à l'époque à constater que dans les univers des hospices, il y a des gens qui ont ces troubles cognitifs. On va parler de démence sénile. Et puis le champ scientifique va bouger dans les années 70 parce qu'on va commencer de nouveau à s'intéresser à cette situation clinique. Voilà, les vieux existent, on commence à s'y intéresser. Il y a des gériatres, il y a des neurologues qui s'intéressent. Et on va aussi commencer à regarder, à créer des sériautopsies, c'est-à-dire qu'on recommence la grande tradition anatomoclinique à la française du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on observe les personnes. Et après leur décès, on va regarder leur cerveau au microscope. Et on fait un peu systématiquement dans certains hospices des études cérébrales, et on se rend compte que des gens de 85, 90, 95 ans, qui ont des troubles de mémoire, mais quoi de plus banal à l'époque dans ce contexte, ont des lésions anatomiques qui sont strictement équivalentes à ce qu'avait décrit Alzheimer en 1906 dans ces quelques cas. Ça, c'est le premier élément. Après,
on continue à faire de la science et le développement des neurosciences dans les années 70, c'est la découverte de la nature des relations que nouent les neurones entre eux à travers l'échange de substances chimiques. Et on identifie un certain nombre de ces substances chimiques et on met en évidence une substance qui s'appelle l'acétylcholine, qui participe de manière très importante au circuit de la mémoire, au circuit du langage, et on se rend compte que voilà, chez les gens qui ont un déficit de la mémoire, eh bien, il manque ce neurotransmetteur, et on commence à imaginer le fait que peut-être que le manque de cette substance, acétylcholine, a à voir avec les déclins cognitifs qu'on observe avec l'âge. Et puis, il y a quelques neurologues américains qui se précipitent dans un lien en fonction de ça, en disant finalement, ce que l'on observe chez les vieux, eh bien, c'est la même chose que ce qu'Alzheimer a décrit. Et il y a un éditorial dans une grande revue de neurologie américaine qui, en 1976, dit, voilà, un visionnaire qui dit que l'Alzheimer sera le grand assassin du siècle. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence à se mettre en place dans la réflexion scientifique. On ne peut plus parler de démence sénile parce que, allez, on va dire que ça fait quand même pas très chic et classe, à une époque où la médecine est plutôt sur une version triomphante. La gériatrie commence à exister et finalement, on n'a pas envie de parler de vieillissement, de sénilité, mais on a envie de parler voilà, d'une médecine un peu moderne. Et Alzheimer, le mot Alzheimer va se trouver ici très instrumentalisé. Et puis, il y a un autre élément qui est très particulier, c'est l'arrivée de la société civile. Aujourd'hui, on cite en exemple le sida et toutes les affections liées au virus de l'immunodéficience humaine comme exemple de la première fois où la société civile a fait irruption dans le champ de la santé. C'est pas vrai. Le premier élément, ça passe autour de l'Alzheimer avec un personnage clé que vous allez peut-être reconnaître, à la fois dans sa beauté prodigieuse quand elle est jeune, et puis voilà, c'est Rita Hayworth, voilà, une photo extraite de Gilda. Et Rita Hayworth développe un déclin cognitif et elle est un jour saisie à la fin des années 70 par des photographes, des paparazzi, en sortant d'un vol Londres-New York, complètement confuse, hébétée. Et bien sûr, à l'époque, tout le monde dit, bien sûr, Hollywood, alcool, encore une alcoolique à Hollywood. Et en fait, Rita Hayworth n'avait pas une consommation excessive d'alcool. Et Rita Hayworth avait eu une fille avec un des héritiers de la GACAN. Donc voilà, on est dans un monde où finalement la fille qu'elle a eue avec la GACAN, enfin l'héritier de la GACAN, va se battre pour réhabiliter en quelque sorte l'identité de sa maman en disant non, c'est pas une alcoolique d'Hollywood, c'est une personne malade et elle a une maladie d'Alzheimer. Et en fait, il va y avoir comme ça un pont très étonnant qui va être fait entre le carnet d'adresses du Gotha International, le carnet d'adresses de Rita Hayworth, qui était une actrice d'Hollywood très impliquée dans la vie d'Hollywood, et elle avait un ami qui était Ronald Reagan, et à l'époque, Ronald Reagan, bien sûr, est président des États-Unis. Et donc, va être mis à l'agenda d'une manière très exceptionnelle, sous la poussée de la société civile, cette identité clinique qui est la maladie d'Alzheimer autour de Rita Hayworth. Et se crée à l'époque ce qu'on appelle l'ADRDA, Alzheimer Disease Related Disorders Association, qui est la première expression alors non pas des malades, puisque là ce ne sont pas les malades qui parlent, mais des familles de malades. Et d'une manière très étonnante, les critères scientifiques qui vont figer les critères diagnostiques de la maladie d'Alzheimer, y compris d'ailleurs dans ses formes avec les lésions anatomiques, ça se situe en 1984. C'est une initiative de Ronald Reagan à travers le ministère de la Santé américaine, mais en même temps, l'ADRDA, représentant les familles des personnes, participe à ces critères. Et donc, c'est vraiment la première fois où il y a cette rencontre entre quelque chose qui impacte la vie quotidienne des gens, quelque chose qui impacte la vie quotidienne des proches et qui arrive à être au même niveau que l'académisme neurologique. On est dans l'époque de l'émergence de la gériatrie et bien évidemment, nous allons d'une certaine manière, nous aussi, emprunter le chemin parce que l'Alzheimer, maladie, c'est encore un moyen supplémentaire pour récupérer des moyens pour soigner nos patients et les prendre en charge au quotidien. Et on voit bien combien on a tous pesé sur les différents plans pour récupérer des moyens. Vous savez que on a créé des structures gériatriques, on a créé des hôpitaux de jour, plein de choses au nom de l'Alzheimer, même si notre arrière-pensée en tant que professionnel était l'idée de faire profiter tous les sujets âgés. Et on voit bien combien ça nous aidait d'utiliser ce vocable d'Alzheimer. Et puis surtout, comme toujours, la médecine, elle ne peut pas s'empêcher. Alors Philippe a dit que j'allais donner de l'espoir. Sur ce domaine-là, malheureusement, je n'en donnerai pas. Mais la médecine ne peut pas se passer de
faire quelque chose et de donner des médicaments. Et donc ça a été une des questions majeures à cette époque, c'est finalement comment est-ce que l'on peut faire émerger un serial killer, effectivement de le définir comme tel, de lui donner cette identité et d'être en quelque sorte nu devant les usagers en disant écoutez, voilà, on vous a inventé, on vous a décrit quelque chose de très fort, mais je suis désolé, moi docteur, j'ai rien. Et ça, c'est impossible pour les docteurs, notamment pour les docteurs des années 80, où la notion de traitement, du cure, au sens anglo-saxon, versus le care, est bien sûr dominante. Et donc il faut qu'on ait des médicaments. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, voilà, on a été dans une forme d'entourloupe. Alors bien sûr, l'industrie du médicament a été un acteur puissant, mais on y a tous été dedans. Les familles, l'industrie du médicament, les États. Il y a une voix qui nous a manqué, c'est bien sûr celle des patients. Et s'il avait pu s'exprimer, je ne sais pas ce qu'ils auraient dit. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe autour d'un médicament, la tacrine. Je vais vous en raconter l'histoire. Et puis, bien sûr, voilà, nous aussi, on cherche nos identités. Et au sein de la gériatrie, on va identifier une sous-partie de communauté Alzheimer, de spécialistes, ce qui va nous aider, parce que derrière, on va avoir des postes, des identités universitaires, etc., et bien sûr des crédits de recherche. Alors, sur le plan du médicament, c'est très intéressant de voir comment les choses se sont faites. À l'époque, moi, en 86, j'étais interne encore en neurologie à la Salpêtrière, et mes patrons de la Salpêtrière me disaient, tu sais, mon gars, on n'a rien à proposer à nos malades, on a bien un truc qu'on est en train de tester, mais ça ne marche pas. Et je sors de l'hôpital, je prends le métro, j'achète le Monde, et il y a un titre en page 3, c'est l'Alzheimer enfin vaincu. Donc je suis un peu interpellé parce que mes maîtres me disent il n'y a rien et le journal me dit le contraire. Et en fait, ça renvoie à ce papier qui est publié dans une des plus grandes revues scientifiques médicales, qui est le New England Journal of Medicine. Donc c'est un psychiatre californien qui s'appelle Summers, qui publie le cas de 17 patients qui ont les critères de maladie d'Alzheimer, définis tels qu'ils sont à l'époque, et qui dit c'est extraordinaire, moi je les ai guéris pour la plupart. Ils ne savaient plus jouer au golf, ils jouent au golf, il y en a 3 qui sont retournés au boulot, etc. Enfin bref, c'est magique. Alors c'est magique, très bien, on verra après ce qu'il en est, mais ce qui est passionnant aussi, c'est qu'en même temps, la revue fait un éditorial avec un pont de la neurologie américaine, et il dit 2 choses. Il dit d'abord que voilà, c'est la démarche scientifique qui aboutit à ce médicament. Et on voit très bien qu'à l'époque, voilà, on est le plus possible dans une évolution de la médecine vers de la science. Et puis il y a une dernière chose, voilà, c'est America is great. Voilà, et c'est en plus une découverte américaine. Donc quand vous avez l'association de la pensée scientifique pure et dure, c'est-à-dire cette chaîne logique qui voudrait qu'à partir de la pensée scientifique, on aboutisse forcément à des choses qui sont beaux pour les gens. Voilà. Et puis qu'en plus c'est les États-Unis derrière, vous voyez qu'en quelque sorte la messe est dite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résister à ce médicament. Même s'il s'avère que voilà, la réalité c'est que ce papier est totalement truqué. Alors Summers, ce psychiatre californien, entre le moment où il a reçu de la revue l'accord pour la publication et le moment où l'article est sorti, il a immédiatement créé une société parce que le produit en question était une molécule en déshérence qui avait vaguement été utilisée en anesthésie dans les années 40, mais qui appartenait à personne. Il crée une société qui est destinée à fournir ce produit pour $50 000 par an, ce qui, dans les années 80, représente une somme considérable. Donc il y avait déjà des arrière-pensées. Et puis le jour où le papier paraît, 3 jours après, sa maison est complètement cernée de familles qui amènent leurs parents en disant « on veut le traitement, on veut le traitement, on veut le traitement ». L'organisme de régulation qui est la FDA aux États-Unis, voilà, parce que ça surprend tout le monde ce papier, parce que d'autres essais étaient en cours et on avait tous l'impression que ce médicament ne marchait pas. Et on se rend compte en fait que cet essai est truqué, mais malgré tout, même si tout le monde a su que c'était truqué, il fallait absolument qu'on ait ce médicament. C'est-à-dire qu'on avait inventé une maladie, la médecine était derrière, et si on n'avait pas de médicament, c'était irrecevable sur le plan sociétal et sur le plan social. Alors, c'est intéressant de voir que 2 ans après, il y a des débats de nouveau dans cette revue, et on voit très bien comment les acteurs de la FDA, donc l'équivalent de la Haute Autorité de Santé aux États-Unis, démontrent que ce papier est truqué. L'éditorialiste de la revue dit voilà, mais quand même on savait pas, on voulait. Et puis, bien sûr, Summers joue les victimes du complot, c'est-à-dire que lui a la vérité, et bien sûr, personne ne veut reconnaître. Ce qui est très intéressant, c'est que malgré tout, la FDA va être obligée de commercialiser ce produit. Il y a des manifestations devant la FDA,
Et en même temps, il y a 2 ou 3 grands essais qui sortent, qui démontrent que ce médicament est totalement inefficace, dont un essai d'ailleurs fait par des collègues français, notamment par Gilles Châtelier, camarade de Pompidou. Et moi, j'avais inclus les malades dans cet essai. Voilà, ça ne marche pas. Des grandes revues, des essais bien conduits démontrent que ce médicament ne marche pas. Un essai totalement bidonné fait croire que ça marche. Et on voit très bien comment la société s'est dit « je ne peux pas ne pas commercialiser ce médicament ». Donc c'est très intéressant de voir que voilà, on est dans un processus où on a été dans une forme de mensonge scientifique, mais pour autant, c'était irrecevable dans ce modèle de médicalisation de la vieillesse de ne pas avoir quelque chose à donner. Et c'est vrai que, voilà, à l'époque, on va dire que la culture professionnelle des docteurs, et ça existe encore très fortement, c'est je suis obligé de te donner un médicament, toi malade, et en même temps, le patient dit, docteur, tu es mon docteur, tu me dois de me donner un médicament. Donc on est dans ce modèle-là pour cette maladie. Alors, je passe parce que ça a été un très long débat, mais il ne s'est terminé que cet été pour la France, il n'est pas terminé ailleurs, où en fait, voilà, d'autres molécules ayant un cousinage d'action avec cette molécule adaptée ont été commercialisées. Ça a représenté des milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'industrie du médicament. Et il a fallu, en ce qui concerne la France, attendre l'été 2018 pour que la vérité soit dite et que ces médicaments soient déremboursés. Et la France est le seul pays à avoir déremboursé ces médicaments parce qu'on sait que c'est inefficace et on voit bien combien c'est très difficile. Alors, c'est très technique, mais on voit très bien que dans cette histoire s'accumulent des mauvaises analyses des résultats des études, des modalités d'étude des médicaments qui sont de mauvaise qualité, et puis voilà, une forme de mensonge, puisque ne sont communiqués au grand public que les quelques essais qui démontreraient statistiquement quelques effets, mais plein d'autres essais ont été menés, n'ont jamais été publiés et n'ont jamais été communiqués. Et donc on est vraiment voilà, dans une forme de grand mensonge contre lequel il est très difficile de lutter. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ça, c'est la représentation graphique d'un résultat d'une étude qui est une étude de ce type de médicaments. Et vous voyez que simplement l'utilisation des couleurs montre bien derrière qu'il faut voilà, influencer le regard du lecteur. Vous voyez ici, ça c'est le rouge, c'est l'absence de médicaments, c'est le placebo, c'est pas très sympa, puis vous voyez l'effondrement. Ça c'est la dose intermédiaire du médicament, c'est bleu, c'est une couleur froide, puis vous voyez pas très bien là parce qu'il y a un problème de lumière, mais c'est un vert tendre de l'efficacité maximale. C'est-à-dire qu'on a vraiment été dans toute l'utilisation possible de tous les trucs pour faire croire à la population, aux malades et à d'autres que tout ça a été efficace. Les premiers à avoir réagi ont été les Britanniques, et en fait, voilà, ils ont essayé, les Britanniques, en 2006, de dire ces médicaments, il faut les dérembourser parce que ça ne sert à rien. Et tout ça s'est terminé au tribunal avec la société civile, les représentants des patients à travers l'association de famille, et puis bien sûr l'industrie du médicament, qui a été jusqu'à contester devant un tribunal en Grande-Bretagne, et le tribunal fait faire marche arrière, et finalement, ce qu'on appelle le NICE, qui est l'équivalent de l'autorité de santé, a lâché et a dit ok, on continue. C'était politiquement à l'époque pas possible de dire que ces médicaments ne faisaient rien. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, là vous avez les dépenses, tout ça étant bien sûr un prix constant de la boîte, de voir combien, au bout d'un certain temps, il y a un vrai désenchantement qui s'est installé. Et vous avez ici l'évolution des dépenses de remboursement des traitements dits anti-Alzheimer entre 2012 et 2017, tout ça, ça s'est effondré. Comme si, voilà, plus personne n'y croyait, mais il y a quand même derrière 20 ans d'utilisation de ce médicament, de ces médicaments. Et je trouve que, voilà, quand on regarde cette évolution, on voit bien que tout s'est mis en place. Alors en même temps, bien sûr, on s'est occupé des personnes, c'est-à-dire qu'à côté de l'illusion du cure, on a mis en place un vrai care pour ces patients. Ça a été aussi un des objets des politiques Alzheimer, on a créé voilà, des structures adaptées, on a regardé les patients, on s'en est occupé, mais on voit bien que voilà, le revers de la médaille a quand même été ces dépenses pharaoniques qui se sont justifiées pour la France. On était dans les grandes années à 300 à 400 millions d'euros de médicaments remboursés par an par l'assurance maladie. On voit très bien comment, si on avait transformé ces centaines de millions d'euros en emploi de personnes aidantes, les choses auraient été bien sûr préférables. Mais tout ça il fallait absolument passer par cette case. Et puis la bonne nouvelle, parce que je peux quand même parler d'espoir, c'est ça. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui l'épidémiologie, alors moi je ne vais plus parler d'Alzheimer, je vais parler du déclin cognitif, qui est un terme un peu techno, mais en même temps, je voudrais sortir de ce mot d'Alzheimer. Quand on regarde l'évolution de l'épidémiologie du déclin cognitif dans les sociétés développées, eh
ben on a une excellente surprise, c'est que tout s'arrange en quelque sorte, au moins que les nouvelles sont bonnes. Vous avez ici la description dans une population, c'est en Grande-Bretagne. Donc vous avez une première étoile, c'est en bleu, c'est en population en 1990, d'aller étudier la fréquence de ce fameux déclin cognitif en fonction des tranches d'âge. Et puis 20 ans après, on a refait la même étude avec la même méthodologie, on a comparé au même usage la fréquence de ce fameux déclin cognitif. Et vous voyez que voilà, la bonne nouvelle, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on a à un âge donné 20 à 25% de déclin cognitif en moins qu'il y a 20 ans. Donc il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose est une excellente nouvelle. Ce quelque chose est probablement tout sauf médical. Alors il l'est sûrement un petit peu parce que l'amélioration de l'état de santé, c'est aussi un peu de la médecine. Mais on voit bien que voilà, il s'est passé quelque chose. Imaginons un seul instant qu'on ait trouvé un médicament pour combattre l'Alzheimer et qu'on ait ces résultats-là. Celui qui fait le médicament, il a bien sûr le prix Nobel, des aéroports à son nom, et la firme qui produit le médicament est l'affaire du siècle sur le plan des actions. Voilà. Ça, c'est l'évolution naturelle de nos sociétés. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 20 ans? Finalement, on a le sentiment, sur d'autres marqueurs, que la notion de vieillesse a été repoussée. Alors moi, je fais de la gériatrie depuis plus de 30 ans, je soigne, au sens médical du mot, des personnes et des organismes qui ont les mêmes caractéristiques, sauf qu'aujourd'hui, mes patients ont entre 85 et 90 ans, alors qu'ils avaient entre 75 et 80 ans quand j'étais interne. Et on voit bien que cette notion d'évolution de l'état physiologique ou d'état de santé avec l'âge a été très très largement repoussée, que tout ça est le fruit de facteurs psychosociaux extrêmement complexes, que tout ça traduit une excellente nouvelle, et que tout ça finalement s'est fait presque un peu en dehors de la médecine, puisque voilà, trouver des explications médicales à part le traitement d'hypertension artérielle, c'est très très difficile. En fait, voilà. Et on a cette interrogation à poser sur la table qui consiste à dire finalement cette entité Alzheimer qui se traduit par ce déclin cognitif, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une maladie qui finalement est repoussée dans le temps, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui accompagne l'avancée en âge et qui finalement étant tellement parallèle au vieillissement qu'on peut se permettre de l'interroger? Et on l'interroge de plusieurs manières. La première, c'est que lorsque l'on regarde dans les populations qui sont atteintes de ce déclin cognitif, des facteurs qui sont éventuellement associés à l'émergence de ce déclin cognitif, ce qui peut permettre de différencier des gens qui ont ce truc de gens qui ne l'ont pas, finalement on trouve quelque chose qui est le parcours de vie des gens. C'est le niveau d'éducation, le niveau social de départ et d'évolution au cours de la vie, c'est la durée de la vie professionnelle, plus on travaille tard, mieux ça vaut, c'est le fait d'avoir une retraite active, mais pas seulement, y compris un peu à problème, et moi je dis toujours à mes patients, soyez donc le trésorier d'une association d'aide en difficulté, vous êtes sûr d'avoir suffisamment de complexité pour faire stimuler vos neurones, et puis ayez une activité physique et sportive. Mais on voit bien que tous ces éléments-là sont vraiment des éléments qui sont copie conforme de ce qu'est l'avancée en âge d'un individu. La deuxième chose qui est très particulière dans cette maladie, c'est qu'on est dans un schéma qui sort un peu du schéma classique de la médecine. Vous avez une lésion anatomique qui correspond à un symptôme. Et ça, ce sont les quelques séries d'autopsies qui ont été menées dans les années 90 et 2000 qui nous l'apprennent. C'est qu'on est très étonné de voir des gens qui ont des lésions cérébrales telles qu'elles sont décrites par Alzheimer, qui sont des morts neuronales, qui se traduisent par des fibrilles dans certains endroits, puis le dépôt d'une substance de type protéique dans d'autres parties du cerveau. Eh bien, l'intensité de ces lésions n'est pas explicative réellement, profondément et uniquement du déclin cognitif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui ont de grandes lésions et très peu de déclin cognitif, et des gens qui ont peu de lésions et beaucoup de déclin cognitif. Et ce qui fait la différence, et ça a été très bien montré dans des cohortes de religieux américaines, c'est le niveau d'éducation initiale. Finalement, quelle est cette situation morbide qui est si étonnante par rapport à notre modèle habituel? Et puis, on est très frappé de ce que, même si les lésions anatomiques sont les mêmes, il y a des formes dites jeunes, et puis il y a ces formes fréquentes, dominantes qu'on voit chez les sujets âgés, et même si les lésions sont les mêmes, on a quand même l'impression que ce sont deux choses qui sont un peu différentes. Parce que si on dit que c'est le vieillissement, bien évidemment, comment expliquer le fait que les gens de 50 ans, ou qu'il y ait même des formes génétiques qui soient voilà. C'est une drôle de maladie. C'est bizarre. Ça ne correspond pas à notre modèle habituel. Après,
Il y a quelque chose de très compliqué, c'est qu'à cette image des déclin cognitif, on a associé, j'allais dire, un costume, une identité qui est très lourde à porter. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que on est malade porteur d'un cancer du côlon, mais aujourd'hui, on parle du malade Alzheimer. Finalement, c'est devenu non pas quelqu'un qui est atteint d'une maladie, mais c'est devenu une identité sociale. On parle du malade Alzheimer et non pas de quelqu'un qui a Alzheimer. Donc ce malade Alzheimer, c'est une identité. Quand on regarde cette identité, qu'est-ce qu'elle dit? C'est un assassin. Le dernier grand numéro du Nouvel Observateur qui a été consacré au déclin cognitif, le titre c'était voilà, le danger que représente un Alzheimer pour son entourage. Alors c'est toujours douloureux d'avoir un membre de sa famille qui est malade, ou qui a des difficultés, mais on voit bien que là, personne n'accuse quelqu'un qui a un cancer du côlon d'assassiner son entourage. Or aujourd'hui, on voit bien que cette identité d'Alzheimer, c'est vous allez faire du mal à votre entourage. C'est lourd quand même. Non seulement on vous dit que vous êtes malade, mais en plus vous allez générer une morbidité et une mortalité chez vos proches, ce qui est quand même très douloureux important. La deuxième chose, c'est que tout ça s'accompagne d'une suspicion d'incompétence absolue. J'ai une autre casquette qui est de temps en temps faire des expertises pour la justice, et on voit bien qu'il suffit que dans un dossier de quelqu'un qui, à 85 ans, a décidé de changer ses héritiers, le destinataire d'une assurance vie, sous prétexte qu'il soit placé dans une consultation, qu'il n'ait pas été capable de répondre correctement à quelques questions, il a l'étiquette d'Alzheimer et il n'a plus le droit de changer d'idée. Si moi je décide tout d'un coup, allez, hop, de partir avec une petite jeune et de m'acheter une Rolls, on dira que voilà, on a fait la crise de la soixantaine. Si je fais ça à 85 ans, et que par malheur, je n'ai pas été capable de répéter si trompe les ballons à un docteur qui m'a n'oubliez pas ces 3 mots, et là, ma parole n'a plus de sens. C'est très compliqué. Et il y a quelques exemples célèbres qui sont mis sur la table et qu'on n'a pas évolué à leur juste valeur. On va dire, voilà, une des plus grandes fortunes de France, elle avait des comportements qui ont été jugés anormaux, alors qu'elle ne faisait que la même chose depuis des années et des années. Sauf finalement, comme elle avait des troubles de la mémoire, on a considéré qu'elle n'avait plus le droit de le faire. C'est compliqué parce que finalement, notre vie est un continuum, notre identité reste la même, mais il suffit qu'on vous ait mis l'étiquette à ça que vous n'avez plus le droit. Et c'est compliqué, parce que ça peut poser des questions, je trouve, fondamentales. Vous perdez votre citoyenneté. Alors bien sûr, les expertises de mise sous protection juridique, on applique la psychiatrie, donc c'est un sujet, mais moi qui ai fait des expertises mise sous protection juridique, voilà. Le fait de ne pas se remémorer un certain nombre de choses, le fait de ne pas être capable de compter à rebours, le fait de se tromper dans l'énumération de mots, est-ce que ça m'empêche de garder mon identité citoyenne, de me dire tout d'un coup j'ai envie de faire ça? Et dans cette envie de faire, il y a une question très complexe qui est la notion de prise de risque. On passe notre vie à prendre des risques, et quand on a le déclin cognitif, on n'a plus le droit de prendre des risques. Finalement, et derrière tout ça, il y a des choses qu'on va évoquer qui sont les limites de la vie à domicile et l'entrée en maison de retraite. Quelque chose de compliqué, bien évidemment. Et puis après, il y a aussi quelque chose de compliqué aussi, c'est que le fait d'avoir ces troubles cognitifs fait que le monde devient un peu incompréhensible. Et c'est probablement là l'un des effets les plus intéressants des politiques gérontologiques depuis 40 ans, c'est qu'on a commencé à comprendre ce que c'est que vivre avec des difficultés de mémoire et de ne pas comprendre ce qui se passe autour de soi. Ces anomalies comportementales que l'on a quand on est dans un univers qu'on ne comprend pas. Par exemple, vous pensez qu'on est à une conférence, pas du tout. Vous êtes tous en maison de retraite, je suis l'animateur de l'après-midi, puis quelqu'un va venir vous baisser la culotte pour vous changer la couche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous défendre. Alors, un environnement qui... Voilà, j'ai eu une malade qui c'était une histoire très étonnante, c'était une dame qui habitait dans une petite ville de banlieue, elle habitait sur la place de la ville, et elle descendait presque, alors 5 jours par semaine, elle était chez elle, et puis le week-end, elle allait vivre chez sa fille. Et tous les matins, elle descendait à la banque et disait « Bonjour, je veux 2 millions ». Alors, la banquière, bien sûr, qui était au courant, elle disait « Ah, Michu, je ne les ai pas les 2 millions, mais revenez demain, je vous les donne, tenez, voilà 20 €. » Finalement, la dame n'était pas mécontente. Elle passait l'étape d'après chez le marchand de journaux, elle tendait son billet, Bagy, on lui donnait le journal qu'elle voulait avec la monnaie. Après, il y avait le bistrot, elle s'asseyait. Miracle, arrivait un grand crème de tartines et elle rentrait chez elle. La vie était normale, même si, bien évidemment, elle était très décalée. Deuxième version. Bonjour, je voudrais 2 millions. Ah, là, vous n'avez pas 2 millions sur votre compte. Comment ça, j'ai pas 2
de millions d'Ilavam qui compte en ancien franc. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle marche, bien sûr, avec une canne, parce qu'elle a un peu d'arthrose, très vite, devant l'obstination de la banquière, elle a envie de lever la canne. Alors la banquière qui a eu une formation d'accueil public, elle sait que les jeunes avec un scout à capuche, c'est la police, et les vieilles avec une canne, c'est les pompiers. Les pompiers, ils l'emmènent à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait l'hôpital? On lui dit, oh, bah, c'est une vieille dame, oh, bah, c'est une démente qui a tapé. Elle va se retrouver ligotée sur un pancarte, etc., etc. Et donc, un des éléments très importants de professionnalisme dans ce contexte, c'est d'avoir compris, voilà, que le monde devenait difficile à comprendre pour ces personnes et que voilà, on allait vers les gens et qu'on améliorait les choses. Et voilà, on a fait beaucoup de progrès quand même. Donc cette identité, elle est compliquée parce que je vous en ai dépeint plein d'éléments négatifs, mais en même temps, notre société a commencé à comprendre ce que c'est que d'être dans un monde qu'on ne comprend plus. Et d'essayer de s'adapter, et ça a été quand même un des éléments très positifs. Et puis voilà. Et finalement, et si c'était le vieillissement? Alors d'abord, il y a un débat scientifique qui n'est pas tranché, qui est intéressant parce que ce débat scientifique a été très intense dans les années 90, et puis il a complètement disparu. Et si c'était le vieillissement? Et on a plusieurs arguments qui ne sont pas inintéressants. Quand on fait des séries autopsiques, on se rend compte que tout le monde, il suffit d'attendre, a des lésions de type Alzheimer dans le cerveau. Alors qu'ils vont s'exprimer cliniquement plus ou moins en fonction des différents paramètres que j'évoquais, mais on en a tous. Et quand on prolonge l'allure de la courbe mathématique de la fréquence de ces lésions, quand on arrive à 103, 104 ans, tout le monde en a plein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de personnes ayant 100 ans et plus. Voilà, il faut dire ce qui est. Même les centenaires qui sont si merveilleux en majesté, quand on commence à gratter, on a tous à 100 ans des troubles de la mémoire et un peu de troubles du langage, ce qui fait que le diagnostic d'Alzheimer peut arriver très très vite. Alors encore faut-il avoir la méchanceté de vouloir le poser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai débat scientifique à reprendre qui est, est-ce qu'on est dans le côté inéluctable d'une forme de dégénérescence de l'espèce humaine parce que, voilà, il ne faut pas rêver, on ne va pas vivre jusqu'à 150 ans, 200 ans en pleine forme, on se dégrade. C'est notre vérité, c'est à la fois la beauté de notre vie et en même temps sa complexité, c'est qu'on voilà, dès qu'on commence à naître, dès qu'on est né, je veux dire, on commence à vieillir et que notre destin malheureusement il est un jour de mourir de mille manières. Et puis voilà, et si on dit que c'est de la vieillesse, ça change complètement le regard. C'est-à-dire qu'on sort de cette problématique de la santé, on sort de la dominance de la médecine, voilà, ça ouvre des perspectives complexes. Enfin, très riche, parce qu'on a été dans un refoulé absolu de ce que c'est que la vieillesse. Notre société a été incapable d'intégrer dans sa pensée la vieillesse. La médecine a été un pis-aller pour résoudre le problème, et on voit bien que tout en ayant des effets positifs, je trouve qu'il y a tellement d'effets pervers qu'il faut changer. Et puis ça met à l'agenda collectif cette problématique de notre futur. On voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde se positionne comme un acteur au sens large du mot de sa santé. C'est-à-dire qu'on est capable de se projeter en disant si un jour j'ai un cancer ou si un jour j'ai une maladie, je vais vouloir qu'on m'explique, je vais avoir des exigences, je vais me renseigner sur Internet, et on voit bien comment les associations de patients aujourd'hui jouent un rôle important dans la revendication d'une médecine plus humaine, plus juste, plus efficace, etc. Pour autant, dans le domaine de l'Alzheimer, entre guillemets, cette parole elle est impossible à entendre. Parce qu'on ne veut pas l'entendre et en même temps elle est très prise par les faibles. Et puis la maladie, bien sûr, ça n'arrive qu'au bout. Et si on dit qu'on est tous destinés à ça, d'une manière ou d'une autre, alors je ne sais pas si c'est un message d'espoir, c'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais vous voyez bien combien on remet ça dans la logique du vivant, on remet ça à l'agenda sociétal, qui est que si on veut rester maître de notre destin, et c'est vrai que cette revendication de la promesse de son destin, c'est une vraie revendication de nos générations, les baby boomers plus ou moins vieillissants, par exemple, qui ont une assistance. On a été acteur de notre vie, finalement, comment est-ce qu'on devient acteur de notre vieillesse? Et un des éléments qui est très problématique aujourd'hui, qui est la question posée sur la table, c'est lorsque la vie à domicile, le maintien au sens latin du mot, c'est accompagner, c'est tenir la main, maintien, et non pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est je vous accompagne en vous tenant la main, c'est pas avec la main, je vous plaque à domicile. C'est aujourd'hui, dans les difficultés, au bout d'un certain temps, d'être à la maison, est-ce que je vais en maison de retraite, ou est-ce que je dis je ne veux pas aller en maison de retraite? Est-ce que j'accepte de prendre des risques ou de ne pas prendre des risques? Car la réalité, elle est celle-ci, c'est que quand on regarde le pourcentage
personnes qui vont dans les maisons de retraite et qui sont d'accord, à qui on a demandé leur avis, on est à peine à 20%. C'est-à-dire 80% des gens ils vont contre leur consentement ou par résignation, et c'est un vrai sujet pour nous, les gériatres au quotidien, c'est d'essayer d'être le plus éthique, d'entendre le plus la parole des personnes et d'essayer peut-être de mettre de côté la parole de tous ces gens qui sont autour, qui sont sûrement pas avec de bonnes intentions, les enfants, ah là là, si ma mère tombe la nuit, etc., etc. Et donc d'essayer, voilà, de faire un mouvement citoyen autour de la notion de directive anticipée, qui est quelque chose qui monte dans nos sociétés, qui est né de la loi Kouchner sur le droit des malades, comment ces notions de directive anticipée vont jusqu'à aborder tous, parce que ça peut nous arriver d'une manière ou d'une autre, cette question d'un jour d'affronter une forme d'affaiblissement de nos capacités intellectuelles et de se dire qu'à ce moment-là, je resterai maître de mon destin. Je vous remercie.